Centrale générale des services publics, secteur de l'enseignement. Combats syndicaux. Première partie, crise du syndicalisme. Le syndicat, organisation militante de travailleurs ou relais du pouvoir. Le comité exécutif de la section communauté française a été récemment renouvelé. Ses membres paraissent honnêtes, motivés et attachés aux idéaux syndicaux. Puissent-ils rester dignes de la confiance que nous leur avons accordée. En cette rentrée scolaire et académique, des élections devraient se tenir tant au niveau régional que local. Elles devraient être l'occasion de rappeler quelques principes de base de notre organisation et plus particulièrement en matière d'éthique. Combien de syndiqués et de non-syndiqués ne dénoncent-ils pas divers travers qui, hélas, ne sont pas toujours inventés? Ceux-ci nous déforcent et nous affaiblissent. Combien de collègues ne nous interrogent-ils pas sur certaines pratiques de l'appareil et hésitent à nous rejoindre? Il convient donc d'établir un état des lieux et surtout de trouver des remèdes. Rappelons d'abord que les notions de base et d'appareils syndicaux, s'ils correspondent malheureusement à la réalité, ne renvoient en aucun cas à ce que devrait être un syndicat. Comment pourrait-il y avoir une hiérarchie dans une organisation qui se bat pour renverser la pyramide sociale? Or, qu'observons-nous? Une organisation ouvrière qui s'est transformée au fil des ans en service club, souvent par la volonté même de permanents qui y trouvaient et y trouvent un moyen de contrôler tout débordement. Une organisation, le clientélisme, visible lors des élections, est érigée en système de gouvernement, où l'on exerce une pression morale sur les temporaires en leur faisant sentir un rapport de force immédiat dans lequel il s'agit de s'inscrire, où l'on exploite la fragilité et la précarité des plus démunis, où la menace du chômage permet d'ériger l'arrogance et le cynisme en méthode de management. Enfin, où les gabelous se substituent aux tribuns de la plèbe. Où les sections locales téméraires sont ghettoisées, où les vieux militants qui défendent l'action sur le terrain sont menacés d'exclusion ou s'en vont lorsqu'ils dénoncent les trahisons aux idéaux de toujours, où la manipulation abjecte remplace l'information, où les dissensions souvent artificielles entre militants sont suscitées et entretenues en vertu du principe « divisons pour régner ». Ce qui est plus grave, c'est que des camarades collaborent avec le pouvoir et font fi de l'indépendance syndicale. Opportunistes avant tout, ils pratiquent avec cynisme la politique du donnant-donnant, renonçant, dans un calcul politicien à court terme, à des causes peu importantes à leurs yeux, pour consacrer leur énergie à des combats qu'eux seuls se sentent aptes à juger comme essentiels. C'est toute la perversité des drogués du pouvoir pour le pouvoir, dont l'objectif prioritaire est l'appétit de puissance et le contentement narcissique, et non la défense des opprimés et des faibles. Victimes de nanisme, ils oublient que ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Suivre une morne carrière sans un songe en avant, sans un deuil en arrière. Qu'espérer de ces grands, prospères, fiers, puissants ou cachés dans d'immondes repères? Fuyons et craignons leur sentier détesté. Pour comprendre une telle situation, il faut la considérer sous divers angles. Par tempérament, il y a statistiquement dans toute population, l'histoire du XXe siècle l'a montré à suffisance, 3 groupes de dimensions inégales. Les dominants et leurs sbires, les dominés, vastes marais en période démocratique, installés dans leur confort et leur biotope microcosmique, et enfin les résistants. Le second groupe étant très largement majoritaire, sans doute 90% de l'ensemble. Le premier groupe est constitué des chefs et nombreux sous-chefs, les hommes d'appareil qui font tourner la machine dans le cadre de l'idéologie dominante. Parmi eux, ceux que l'on appelait jadis et naguère les sociotraîtres, présents en nombre dans les partis et syndicats progressistes. Ils travaillent au service des intérêts de la classe dominante, en l'occurrence la haute bourgeoisie dont les valeurs servent de miroir aux alouettes pour les classes dominées. Et ceci, malgré le caractère illusoire des référents populaires, vêtements, musique, sport, spectacle, qui uniformisent les groupes sociaux, les jeunes en particulier, et présentent un semblant de concorde de classe générationnelle.
Proches des instances du pouvoir qu'ils intègrent tôt ou tard comme conseillers dans les cabinets ou chefs d'établissements scolaires, les traîtres à la cause se proposent d'être les courroies de transmission du pouvoir vers les organisations ouvrières, alors que leurs mandats initiaux les obligent à faire pression sur ces mêmes instances politiques en relayant les revendications des travailleurs qui sont dépourvus, au sens bourdieusien, de tout capital. Ces relais du pouvoir, d'autant plus dangereux que des partis frères gouvernent le pays, sont les gestionnaires du système, les chiens de garde, les membres de cette cléricature que dénonçait avec passion Paul Nizan. Ils dépensent l'essentiel de leur énergie à protéger leurs précarés, à régler des problèmes internes ou considérés comme tels par eux, et à excommunier ceux qui dérangent en obligeant leurs fidèles, au sens féodal, à se ranger sous leur bannière. Le tyran voit les autres qui sont près de lui, coquinant et mendiant sa faveur. Il ne faut pas seulement qu'il fût ce qu'il dit, mais qu'il pense ce qu'il veut. Et souvent, pour lui satisfaire, qu'il prévienne encore ses pensées. Les méchants ne s'entretiennent pas, mais ils s'entrecraignent. Ils ne sont pas amis, mais ils sont complices. C'est le peuple qui s'asservit, qui se coupe la gorge, qui, ayant le choix ou d'être sujet ou d'être libre, qui s'affranchise et prend le joug, qui consent à son mal, ou plutôt le pourchasse. S'il coûtait quelque chose de recouvrer sa liberté, je ne l'empresserais point. Combien que ce soit l'homme doit avoir plus cher que de se remettre en droit naturel, et par manière de dire, de bête, revenir à homme. Ainsi s'exprimait la Boétie dans son traité sur la servitude volontaire en 1576. Un des moyens des hommes de pouvoir, et donc des leaders syndicaux, est le secret. Celui qui est content d'être dans la confidence n'est guère porté à la critique. Il y a remarqué que, dans toutes les confidences, la part principale de réalité lui sera toujours cachée. Car ces bribes d'informations que l'on offre à ces familiers de la tyrannie mensongère sont normalement infectées de mensonges, incontrôlables, manipulés. Elles font plaisir pourtant à ceux qui y accèdent, car ils se sentent supérieurs à tous ceux qui ne savent rien. Autre instrument de domination de ces marabouts, la technicité du langage et l'allusion à des mécanismes institutionnels obscurs, souvent sous la forme de sigles. Elle participe à ces rites réservés aux seuls initiés du cénacle. Avant tout, les clercs syndicaux se présentent comme des légitimistes, des légalistes, garants des droits acquis, des conservateurs de l'ordre social, alors qu'avec détermination, le rapport de force est modifiable. Encore faut-il le vouloir véritablement, et ne pas se contenter des propos incantatoires des molettistes de la 4e République. Ils sont hostiles à tout changement qui risquerait de perturber sérieusement les rapports de collaboration et de services réciproques qu'ils entretiennent avec les dominants et dont ils tirent de multiples gratifications. Le petit bourgeois est un agent à qui sa naissance et ses conditions d'existence ont fait intérioriser viscéralement cette culture existentielle que tant à être petit, il vaut mieux que ce soit chez les bourgeois que dans le peuple. Car l'existence de parvenus contribue à entretenir l'illusion d'une mobilité sociale qui, si limitée soit-elle, suffit à alimenter de génération en génération l'espoir de surmonter les barrières de classe pour se fondre parmi les dominants. Beaucoup de petits bourgeois en rajoutent, comme font tant de sous-vizirs et d'aspirants mamamouchis qui jouent ridiculement au calife et se prêtent à tant d'avilissantes mascarades en croyant faire la preuve de leur excellence et de leur distinction. D'où la création d'un establishment petit bourgeois. C'est ce qui explique la contradiction structurelle des classes moyennes et aussi une irréductible ambivalence, tendance à s'identifier aux dominants et à s'y opposer. Nos représentants n'illustrent-ils pas la prophétie du libéral Alexis de Tocqueville au XIXe siècle? Je le cite. « Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux, qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils remplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres. » Fin de citation. Après ces considérations philosophiques et ces éléments d'analyse sociologique, quel remède apporter? À l'évidence, nettoyer les écuries d'Augias et d'abord appliquer strictement les règles statutaires. Je ne prendrai qu'un exemple que je connais dans une haute école de la communauté française.
Un affilié de la Centrale générale des services publics cumule les fonctions d'échevin de l'instruction publique, de membre du conseil d'administration et de délégué du département, d'un département. Or, nos statuts ne laissent planer aucune ambiguïté. Tout candidat politique qui refuse de se démettre de sa fonction syndicale s'exclut de la Centrale générale des services publics. Article 10 des statuts de la même organisation. C'est le bon sens même. Comment peut-on défendre des travailleurs alors que le parti dont on est mandataire occupe la présidence de la communauté française, qui est leur employeur? De même, l'article 13 du règlement d'ordre intérieur de la section communauté française prévoit qu'un délégué syndical ne peut exercer de fonction d'autorité. Sans compter que le même représentant de la Centrale générale des services publics au conseil d'administration de la Haute École non seulement ne soutient pas les motions des militants votées lors des assemblées syndicales d'un département, mais en plus s'y oppose dans les mêmes conseils d'administration. Les procès-verbaux le prouvent. Et lorsque des responsables syndicaux font respecter les règles lors des élections, ils sont interpellés avec violence et traités de magouilleurs. Y aurait-il quelque chose de pourri au royaume de Danemark? Ensuite, il faudrait assurer une formation syndicale sérieuse aux nouveaux membres et délégués sur le plan éthique. Être délégué est une charge et non une promotion. Lors des élections, les minables coteries sont peut-être inévitables, mais les luttes fratricides ne peuvent, en aucun cas, occulter les vrais enjeux qui doivent être expliqués à la tribune lors de nos assemblées générales. Élisons des camarades vraiment représentatifs, courageux, combatifs, enfin probes et libres. Que les nouveaux collègues dans nos établissements soient sensibilisés au fait que seul on ne peut rien, mais qu'unis, le combat prend du sens et peut aboutir. La mondialisation du capitalisme ne peut être combattue que par une véritable internationale des travailleurs à reconstruire. N'oublions jamais que notre combat n'est jamais corporatiste, mais s'inscrit dans une vision planétaire et que notre organisation doit être proactive et ne doit pas seulement résister au raz-de-marée capitaliste. Les libéraux fêtent le 1er mai. La gauche caviar entonne régulièrement le chant des travailleurs. Pourquoi ne pas nous réapproprier nos symboles et signes de ralliement et nous donner du cœur à la fin de nos assemblées? Enfin, bien sûr, il y a les stratégies à définir et les actions concrètes à mener. Mais ce n'est pas l'objet de cet exposé-ci. Les rois nous ont saoulés de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans. Du passé faisons table rase. Le cadavre est à terre, mais l'idée est debout. Même dans les ténèbres, la lumière brille. J'ai dit, camarades. Discours prononcé en septembre 2005. Réponse à Robert Manchon en janvier 2006. Camarades, j'ai lu ta lettre d'adieu dans le bilan spécial d'août 2005, adressée aux délégués militants. Cette lettre nous interpelle tous sur plusieurs points. Tu parles en indépendance syndicale vis-à-vis de quelque parti que ce soit. Est-il vrai que tu étais pressenti, voici déjà 4 mois, par Françoise Dupuy, ministre socialiste en charge de l'enseignement à la Commission communautaire française, alors que tu étais encore secrétaire régional pour devenir conseiller et restructurer fermement l'organisation de l'enseignement officiel en région bruxelloise? Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'appel aux candidats pour te remplacer démocratiquement en temps utile? Pour créer le vide, comme tu le dis toi-même, après ton départ? Et surtout, pourquoi avoir accepté d'exercer cette fonction politique? Pourquoi préciser que tu n'es pas rentré au centre Pierre Paulus de Saint-Gilles, ton établissement d'origine, comme professeur de morale, pour troquer, en suivant la procédure obligatoire, ton congé syndical en congé politique? 2. Tu écris que certains militants considèrent, je te cite, que l'ennemi à abattre, l'ennemi de classe,
n'est pas le pouvoir organisateur et ou le pouvoir politique, mais bien la structure syndicale et en particulier le comité exécutif régional et ses permanents. À contrario de ton raisonnement, te considères-tu toi-même dorénavant comme l'ennemi de classe? 3. Les camarades Luc Verton et Michel Diner ont-ils bien démissionné, respectivement suite à une plainte pour harcèlement moral sur une technicienne de la régionale et pour problème de santé? C'est en tout cas la version que tu as donnée à l'époque. Pourquoi travestir les faits en faisant de ces ex-permanents des martyrs des gauchistes? 4. Pourquoi, maintenant que tu occupes une fonction politique, te maintiens-tu comme membre du bureau de la régionale alors qu'il y a manifestement contradiction en matière d'éthique syndicale? Comme tu exerces une fonction d'autorité, tu aurais même dû démissionner immédiatement du comité exécutif régional. C'est une question de morale et non de procédure statutaire. 5. Pourquoi chercher à diviser les intellectuels, ceux que tu appelles l'élite minoritaire et que tu stigmatises, et la masse, pour utiliser ton propre terme? Que je sache, à la Centrale Générale des Services Publics Enseignement, nous sommes tous des travailleurs intellectuels. Ce procédé démagogique rappelle les pires heures de mouvements totalitaires, la révolution culturelle chinoise entre autres. La Chienlit non, la réforme oui. Tout le monde se rappelle les propos de Charles de Gaulle en 1968. Tout change parce que rien ne change, pour reprendre le titre d'un ouvrage récent de Jean-François Kahn. Ou mieux encore, tout change pour que rien ne change. Tu résumes 6. Tu résumes la vie de la régionale à un combat entre les bons, toi et les membres de l'exécutif régional, et les autres, les méchants. Mais de qui s'agit-il? Pourquoi faire endosser à un groupuscule le délabrement de la régionale? C'est ton propre constat. Les sauveurs, comme tu les appelles, se sont-ils infiltrés partout? Sont-ils si puissants? Des envahisseurs? Est-il urgent d'entamer une chasse aux sorcières? Le bilan des bons et des méchants, s'il y en a, ne sera jamais évalué que démocratiquement, lors d'assemblées générales et d'élections que, d'ailleurs, nous attendons. 7. Pourquoi suspecter a priori de futurs candidats secrétaires régionaux en expliquant qu'ils lorgnent déjà sur les finances régionales? Sont-ce des escrocs que tu dénonces ou des soupçonneux que tu défies? 8. Tu demandes de ne pas sacrifier nos membres du Brabant wallon. La dénomination de la régionale, du moins pour ce qui est de la section communauté française, n'est-elle pas devenue Centrale Générale des Services Publics Enseignement Bruxelles? C'est toi-même qui as demandé expressément de changer les entêtes des lettres. Or, j'observe que le bilan d'où est toujours sous-titré Centrale Générale des Services Publics Bruxelles-Brabant. Qu'en est-il exactement? Il faut lever cette ambiguïté. 9. Tu expliques que les cotisations continueront à être prélevées avec rigueur. Pourquoi, dès lors, renvoyer les versements effectués par un vieux camarade sur le compte financier de la régionale et ne plus le considérer comme affilié? Pourquoi avoir cherché à invalider la légalité de ses mandats ainsi que les résultats dérangeants des votes des assemblées où il était présent? 10. Enfin, as-tu des preuves que ton véhicule a été dégradé par un syndiqué et non par un quelconque vandale? En te prononçant ainsi de manière péremptoire, tu jettes la suspicion sur l'ensemble des affiliés. Tout cela est très grave et sera, dès la rentrée, discuté dans les différentes assemblées générales et locales. Certains se demandent déjà s'il ne s'agit pas d'une énorme manipulation visant à diviser pour régner après ta démission. Il serait judicieux d'ouvrir largement le bilan à tous les militants, lors d'un prochain numéro, à publier très rapidement, pour éviter toute accusation de confiscation de la parole. Le bilan appartient à tous. La crise actuelle me paraît sans précédent à la régionale. Je ne sais si, selon les catégories mentionnées dans ta lettre ouverte, je suis arrangé parmi les gauchistes ou les crapules syndicales, selon tes mots. Mais lorsque je me regarde dans le miroir, je ne vois que ce que j'ai toujours été. J'ai dit camarade.
Discours, novembre 2007. Quel combat menons-nous? 18 septembre 2007. Assemblée générale de la régionale bruxelloise de la Centrale générale des services publics, secteur enseignement. Avec un peu de retard, je pénètre dans la salle Van de Wiel de la rue du Congrès. Pour peu, je vivrai le même sentiment d'étrangeté qu'Ouzbek dans les lettres persanes. Et pourtant je suis chez moi, camarade parmi mes camarades, dans cette assemblée que je fréquente depuis 20 ans et dont les décisions sont à l'origine de tant de combats que j'ai menés avec tous. La prophétie du pénultième secrétaire régional, comme celle de Jacques de Molay, va-t-elle se réaliser? À un moment, j'ai craint qu'à la fin de la réunion, il y aurait sur la scène autant de morts que dans le dernier acte de Titus Andronicus. Triste tragédie shakespearienne tournant au grotesque. L'histoire ne serait-elle que bruit et fureur et ne signifiant rien? À chaque faction nouvelle, supposée, des membres du comité réécrivent toute l'histoire de la législature comme celle d'une conspiration unique, fomentée tantôt par le révisionnisme, tantôt par la soif du pouvoir. Leur esprit commun, et c'est un crime majeur pour une pensée qui ne parvient pas à concevoir que la volonté des militants puisse se diviser, c'est de souffler la zizanie. Division entre les militants et leurs représentants au comité. Division entre ces mêmes représentants, puisque toutes les factions se sont, en un temps, réclamées de la rénovation face au comité précédent, accréditant l'idée monstrueuse qu'elle puisse dévorer ses propres enfants, alors qu'elle dévore seulement, c'est la réponse implicite de certains, des ennemis qui ont longtemps porté le masque. Division de l'homme avec lui-même, enfin. Car chaque individu abrite en soi, dès qu'il cède à la pitié, à la fatigue, au désenchantement, un ennemi caché de la rénovation. Le mécanisme de la purge est censé recréer ipso facto, une fois la faction éliminée, un peuple pur et unifié de militants, identique cette fois à son comité. Il est l'instrument de la régénération. Certes, il y a des différences de tempérament et surtout des différences idéologiques entre les militants, davantage d'ailleurs quant à la tactique que sur le fond des luttes. Depuis des lunes, ces différences sont bien connues. Et souvent, on sait, à l'avance, la partition qui sera jouée par chacun lorsqu'il interviendra à la tribune. Il n'est de mystère pour quiconque que se rencontrent dans nos réunions des communistes réformateurs ou indépendants, des trotskistes, des marxistes-léninistes orthodoxes, des socialistes, il ne faudrait pas les oublier, des anarchistes, des écologistes, des opportunistes et des agents du pouvoir. On peut supposer qu'il en sera toujours ainsi et c'est sans doute tant mieux. Toutefois, les divisions paroxystiques que nous vivons paraissent comme autant de symptômes d'une maladie, je voudrais dire structurelle, qui nous affaiblit face à notre seul et vrai ennemi de classe. Il serait donc temps de réfléchir sur ce constant retour ou défoulement du refoulé. Car l'affligeant spectacle dont nous sommes les acteurs participe, hélas, de cette atomisation de la classe ouvrière qui fait le jeu des puissants. Bien sûr, les assemblées syndicales restent dans notre société parmi les derniers lieux du débat démocratique en nous mettant face, parfois violemment, à nos propres contradictions. Cependant, nos conflits microcosmiques occultent souvent l'essentiel. Les ravages du capitalisme, l'offensive, tous azimuts, de l'idéologie libérale, en particulier en France et en Belgique, avec l'installation de gouvernements de droite et les moyens de contrainte et de surveillance utilisés par l'appareil étatique. Plusieurs camarades, dont moi-même, sont d'ailleurs mis sous ma écoute dans le cadre de l'affaire Bahar Kim Young-gur. Les camarades de la base balancent entre la révolte, la détresse et l'indifférence. Longtemps, j'hésitais à faire part aux membres de ma section locale de ce que j'entendais aux dernières assemblées régionales, partagé que j'étais entre mon devoir de rendre compte de houleux débats et mon désir de préserver une image sans doute idéale du syndicat. Puis, ce 18 octobre, juste un mois avant la cérémonie d'expiation, n'y tenant plus, j'ai présenté aux affiliés un exposé circonstancié des événements. J'espère qu'il n'y aura pas de départ, d'autant qu'on nous oblige à nous partager entre 4 régionales. Bruxelles, Namur, Charleroi et Mons. Camarades, il est temps de nous ressaisir. Débattons tant et plus, mais concentrons ensuite notre énergie contre le formatage démobilisateur des citoyens par les médias, contre l'instrumentalisation du partenariat social par les patrons,
contre la privatisation rampante de l'enseignement et, bien sûr, dans nos luttes de toujours. Ne tombons pas dans le fatalisme ambiant et rappelons-nous l'aphorisme du Taciturne. Il ne sert à rien d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Ou encore, le mot de Karl Liebknecht, il y a des défaites qui sont des victoires, et des victoires plus honteuses que des défaites. Battons-nous, vigoureusement, pour l'émancipation du genre humain. J'ai dit, camarades. Gare aux gorilles. Un délégué syndical écarté par sa direction. Février 2008. En novembre 2006, une haute école de la communauté française à Bruxelles décide de détripler un cours dont le titulaire possède déjà une charge complète. 2 candidats sont auditionnés un mois plus tard. Quelques jours avant l'entretien, un membre de la commission de recrutement informe un affilié intéressé par le poste que sa direction lui a demandé, par l'intermédiaire de son secrétariat, de l'interroger lors de l'entretien afin qu'il s'engage, s'il était choisi, à ne pas mener d'activité syndicale sur son lieu de travail. Le camarade répond qu'il portera plainte si un tel scénario se produit. En janvier 2007, le conseil du département concerné se réunit et justifie le classement qui relègue notre camarade à la seconde place parce qu'il n'envisage aucune collaboration quant au contenu du cours. Ce sont les termes employés, avec son titulaire principal. Comme la procédure n'a pas été respectée et que l'on lui a fait injure, notre affilié saisit le tribunal de première instance et réclame, entre autres, des indemnités pour dommages moraux. Précisons que notre camarade enseignait déjà lorsque sa concurrente n'était pas encore née, qu'il professe dans cette même haute école depuis 1998, qu'il a à son actif une centaine de publications dans une dizaine de pays, et surtout qu'il a un long passé syndical. Délégué de 1993 à 1998 dans l'enseignement secondaire et de 2002 à 2008 dans l'enseignement supérieur. Les parties adverses sont appelés à comparaître à l'audience de la 74e chambre du tribunal de première instance de Bruxelles, place Poulaert, le 3 octobre 2008 à 14 heures. Depuis 6 ans, le même affilié renvoie à son directeur-président un courrier abondant qui reste sans réponse. Le 25 octobre 2007, 49 membres du personnel, y compris ouvriers administratifs, signent une pétition demandant que leurs collègues, délégués syndicaux, soient reconnus comme interlocuteurs sociaux par les autorités de la haute école. Le 7 novembre, le directeur-président de la haute école lui répond par écrit qu'il ne représente pas le personnel de son département et lui demande, je cite, d'éviter de harceler la direction et le personnel administratif par de longues conversations téléphoniques et par de nombreuses lettres sans réel objet. Ils sont alors détournés de leur mission et ne peuvent s'y consacrer pleinement au détriment de l'enseignement de la communauté française auquel vous prétendez être dévoués. Fin de citation. Le comité exécutif régional, sollicité au cours de l'Assemblée générale du 15 novembre, ne réagit pas. Le 13 décembre, un mois plus tard, le camarade Armas répond au directeur-président au nom du comité exécutif de la section communauté française et réplique qu'il, lui, je cite, a été signifié par courrier postal en date du 26 juin 2006 que l'affilié était délégué syndical pour la période 2006-2010. Courrier signé par le secrétaire régional de l'époque, et que toutes les actions menées au sein des établissements de la communauté française par nos délégués, cherchant à exécuter les décisions prises par les membres du personnel, jouissent de toute la couverture nécessaire et du ferme soutien de notre organisation syndicale. Fin de citation. 2 arrêts de travail destinés à informer le personnel de l'évolution de la situation avaient en effet été organisés les 25 octobre et 15 novembre. Ces réunions avaient regroupé, dans un bel élan d'unité des travailleurs, des enseignants mais aussi des ouvriers et les administratifs de l'établissement. Épilogue provisoire. Sereinement,
le 30 janvier 2008. Notre camarade en cause écrit aux affiliés qu'il démissionne de la charge de délégué de son département et justifie son geste. Je cite, « Ce vendredi 25 janvier, le conseil d'administration, les forces conservatrices et réactionnaires, patronat appuyé par les syndicats chrétiens et libéraux, ont refusé de prendre en compte la pétition signée par 49 collègues. Un titre sans compétence effective face au pouvoir n'a, à mes yeux, aucun sens. » Fin de citation. Les représentants de la Centrale générale des services publics au conseil d'administration ont, bien sûr, défendu la position du personnel et de notre délégué, mais, prétextant ne pas encore disposer de l'ensemble des courriers échangés, le comité exécutif régional n'a, à cette date, toujours pas répondu au patron de la haute école. Cette lenteur bureaucratique a été préjudiciable à la défense et à l'intérêt des travailleurs. Depuis des années, la Confédération internationale des syndicats libres s'inquiète de la montée de l'hostilité à l'encontre des activités syndicales et le Congrès général de la Fédération générale du travail de Belgique a rappelé les 8 et 9 juin 2006, je cite, qu'une attaque contre un ou une syndicaliste en n'importe quel coin de la planète est une attaque contre tous et qu'il n'y a pas de liberté syndicale sans délégués protégés. Fin de citation. Vouloir réduire la capacité d'action des organisations syndicales est une attaque grave contre nos droits les plus fondamentaux que sont les libertés d'association, de réunion et d'expression. J'ai dit camarades.